Regarde, il gèle là sous mes yeux, des stalactites de rêve, trop vieux. Toutes ces promesses qui s'évaporent vers d'autres ciels, vers d'autres ports. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Il y a quelque chose de vrai dans la nature. Il n'y a pas l'artificialité des relations humaines. Ça, c'est une chose. Et puis l'homme retrouve ses origines dans le sens où il retrouve ses instincts qu'il avait au départ de chasseur, pêcheur, d'être faisant partie de la nature et de l'échelle écologique. La souffrance. Si curieux que cela puisse le paraître, est la seule preuve de notre existence. Parce que ce n'est que par elle que nous prenons conscience d'exister. Et le souvenir de la souffrance passée nous est nécessaire en tant que justification, en tant que témoignage de la permanence de notre identité. C'est une grande époque parce que de tous les souvenirs que j'ai, ils se passent presque tous dehors. C'est presque toujours des projets fous, des accomplissements. C'est pas toujours guerrier non plus. On avait voulu construire un radeau. Ça nous avait pris la tête. Pendant presque un an, je pense. C'est resté au stade de plan dessiné, très mal dessiné évidemment. Et notre but ultime, c'était de descendre la Sarine et de finir dans la mer du Nord. On voulait aussi construire une tente sur le bateau, pour que ce soit un peu cosy, agréable à vivre. Avec une petite lanterne, peut-être même faire un feu sur le radeau, qu'on soit bien un jour de pluie et tout. Et ça, c'était une idée qui venait clairement de moi, parce que je venais de lire Tom Sawyer, je crois. Et ça m'avait énormément marqué. Descendre le Mississippi sur une espèce de barque, sous une tente. On fuyait un peu de ses parents comme ça, mais on restait avec ses copains, on était toujours ensemble. Ouais. Évidemment, voilà, hein, c'est du projet d'enfant et ça s'est terminé comme tout le reste. Finalement, je crois que ce qui retient le plus l'attention, c'est cette étoile, au loin, dans le fond. Cette étoile qui illumine toute la scène. Et c'est finalement ça qu'il cherche, et qui est absolument intouchable, insaisissable, mais là, présente, qui illumine peut-être l'esprit de ces personnages. Peut-être le seul moyen pour eux d'éclairer leur mal-être et de le comprendre. Un petit peu comme si on éclairait un objet et qu'on se rend compte de l'ombre portée qu'il a. C'est-à-dire que cette lumière-là, lointaine, dévoile finalement une forme assez étrange, assez incompréhensible, mais une forme qui n'en est pas vraiment une, uniquement
Elle n'est que là par la présence d'un sentiment lourd. Je crois finalement que c'est ça, c'est cette étoile au loin, la pièce maîtresse. Le marché, c'est un abus de langage, d'abord. Non, c'est vrai. Le marché, c'est un abus de langage parce que c'est un agrégat, alors qu'on a souvent tendance à le personnifier. Et ma théorie, c'est qu'on le personnifie parce que on a besoin de personnifier ses ennemis et on a besoin d'incarner. C'est-à-dire que on ne peut pas se battre contre une infinité de petites unités. Alors on en fait une grande chose, un Léviathan. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, le marché, c'est pas un monstre, c'est pas un Léviathan, c'est de l'information. C'est un processus d'information et moi, non, moi je dis ça différemment. Moi je fais une analogie mais qui est pas très académique. Je fais une analogie avec les monades dans la philosophie de Leibniz. Le prix dans le système capitaliste, c'est comme une monade dans la philosophie de Leibniz. Ça concentre toute l'information. Sauf que dans la philosophie de Leibniz, c'est toute l'information de l'univers. Sauf que dans le marché, c'est l'information, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'efficience du marché. Ça concentre, alors tout le débat, c'est de savoir quelle information est concentrée là-dedans. C'est l'information publique et c'est l'information privée. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est même toute l'information latente. C'est-à-dire que si tu regardes, moi je trouve ça complètement stupide, mais enfin, c'est une extrapolation de la théorie qui voudrait que le prix reflèterait même toute l'information, c'est-à-dire jusqu'au tremblement naturel. Enfin, tous les tremblements de terre et les catastrophes naturelles seraient visibles dans le prix parce que le prix reflète toute l'information disponible dans l'univers. Alors ça, c'est une extrapolation très extrême, mais elle est assez utile pour comprendre la théorie. Et donc, le marché, au fond, c'est quoi ? C'est au fond tous les agents économiques qui, en se posant des questions et en accordant un prix aux choses, finissent par refléter l'information disponible et aussi leur façon de l'interpréter. Et donc j'en reviens à l'abus de langage. Le marché n'existe pas parce que le marché c'est toi et moi. Au sommet de la voûte se dressait le cadran de l'éternité, où n'apparaissait aucun chiffre et qui était sa propre aiguille. Seul un doigt noir se fixait sur lui, et les morts voulaient y voir le temps. Alors, une haute et noble silhouette à la douleur immortelle descendit sur l'autel, et tous les morts s'écrièrent « Christ, n'est-il point de Dieu ?» Il n'en est point. J'ai parcouru les mondes. Je me suis élancé vers les soleils. Avec les voies lactées, j'ai traversé les espaces déserts du ciel. Mais il n'est point de Dieu. Je suis descendu aussi loin que l'existence projette ses ombres. Et j'ai plongé mes regards dans les gouffres et j'ai crié « Père, où es-tu » Mais je n'ai entendu que la tempête éternelle, que nul ne gouverne, et l'arc-en-ciel luisant formé par les êtres
se dressait au-dessus de l'abîme et s'y épanchait goutte à goutte. Et lorsque je levai les yeux vers le ciel infini, cherchant un regard de Dieu, l'univers me contempla de son orbite vide et sans fond. Et l'éternité couchée sur le chaos la rongeait et se remâchait, hurlait sans fin dissonance et disloquait les ombres, car il n'est pas.